Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité fait le bilan de sa visite au travail en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu avec le Premier ministre Patrick Kachi à l'issue de son séjour qui a duré 72 heures. La France s'engage à insuffler une dynamique nouvelle à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Tolérance zéro face au cas de tricherie, c'est le mot d'ordre donné par la ministre Maria Tokone à la communauté éducative ce vendredi. C'est au lancement des examens à grand tirage, session 2021. Les examens démarrent le 8 juin prochain. Plus d'1 million de candidats sont en liste pour le bac, le BPC et le CEP. Lecture, écriture, mathématiques au primaire, les élèves s'intéressent-ils à ces matières? Y a-t-il un engouement ou un désintérêt pour ces matières? Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place le projet d'amélioration des prestations de services éducatifs. Nous verrons les retombées dans le dossier Vidici de ce 20h. La France a suspendu à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Cette annonce a fait réagir la junte au pouvoir. Les autorités maliennes rassurent. La transition sera démocratique, inclusive et respectera comme prévu le calendrier fixé à 18 mois. Soyez bienvenue sur RTI1. Le Premier ministre Patrick Kachi s'est rendu ce vendredi à Daoukro. Il est allé exprimer la solidarité et la compassion du gouvernement ivoirien au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, qui est frappé par un deuil. Le compte rendu d'Alexis Ouedraogo. Le président Henri Konan Bédié est en deuil. Il a porté récemment en terre son chargé de mission Konan Henri, son ami et frère. Ce vendredi à Daoukro, le chef du gouvernement Patrick Kachi est venu apporter sa compassion. Konan Henri était également pour moi non seulement un ami, mais un frère. Comme le veut la coutume, quand la proximité est aussi grande avec le défunt, dire simplement des condoléances à distance ne sont pas suffisantes. Il faut venir soi-même, physiquement, partager la compassion et traduire de vive voix les sentiments qui nous animent. De retour donc de l'étranger, mon calendrier m'a permis ces jours-ci de pouvoir faire le déplacement à Daoukro. Ce matin, je suis donc venu accomplir, disons, un devoir. C'est traduire au président Bédié et à la famille défunte mes sentiments sincères de condoléances et ma compassion. Informé de ce que je venais, le président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, m'a également chargé de transmettre au président Bédié ses salutations chaleureuses et fraternelles, ce que j'ai fait. Konan Henri était l'un des fidèles compagnons du président du PDCI RDA. Il est décédé en mars dernier des suites d'une longue maladie. Voilà, comme on le voit, donc le Premier ministre Patrick Kachi s'est rendu ce vendredi à Daoukro. Il est allé exprimer sa solidarité, sa compassion au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, qui est frappé par un deuil. Avant Daoukro, le Premier ministre Patrick Kachi a eu un entretien avec le ministre français du Commerce extérieur et de l'attractivité qui vient de séjourner dans notre pays. 3 jours de présence en terre ivoirienne pour renforcer la coopération ivoiro-française. Franck Rister a fait le point au chef du gouvernement ivoirien. La France s'engage à insuffler une dynamique nouvelle à la transformation structurelle de notre pays. Chef Koné. C'est une visite de travail de 3 jours débutée au pas de course avec au menu plusieurs rencontres sectorielles, des panels, des inaugurations, des visites guidées de projets financés et réalisés par la France en Côte d'Ivoire. Au terme de ce marathon, Franck Riester dresse le bilan à sa sortie d'audience avec le Premier ministre, Patrick Kachi. Ça a été une visite bien chargée autour de la réaffirmation de la volonté du président Emmanuel Macron de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et la France pour voir de manière très concrète comment on peut renforcer nos échanges commerciaux, notamment faire en sorte qu'il y ait davantage d'exportations ivoiriennes en France et que ces exportations soient plus porteuses de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il y ait davantage de transformations ici réalisées en Côte d'Ivoire pour des exportations vers la France, mais aussi à travers ces partenariats des exportations vers d'autres pays, qu'ensemble nous puissions bâtir des chaînes de valeur, des chaînes de production, des partenariats qui nous permettent
d'exporter des produits depuis la Côte d'Ivoire ensemble vers le reste du monde. Beaucoup de choses à l'ordre du jour de ces 3 jours ici en Côte d'Ivoire, mais surtout un plan d'action pour les semaines et les mois qui viennent, pour concrètement, au-delà des discours, on puisse traduire ça dans des actes, dans des partenariats, dans des exportations et dans des réussites communes. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire avec mon collègue et ami ministre de l'Industrie et du Commerce. Plusieurs projets dans les domaines de l'environnement, du développement durable et de l'énergie ont intéressé la délégation française. Voilà, une délégation française conduite donc par le ministre délégué auprès du Premier ministre des Affaires étrangères françaises, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, a été reçue en audience par Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. La délégation, je rappelle, est à Abidjan avec une représentation de près de 40 entreprises. Cette visite a pour but de nouer des partenariats pour des investissements dans le domaine de la construction, de la transformation de matières premières et d'autres secteurs. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a rencontré aussi une quinzaine de chefs d'entreprises exerçant dans divers domaines d'activité, notamment dans le secteur de la construction et du logement, d'infrastructures sanitaires et du transport. Robert Begré-Mambé leur a présenté ses projets pour le développement du Grand Abidjan. Et on reste toujours en compagnie du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, qui a aussi organisé une table ronde avec les partenaires techniques et financiers de l'institution en collaboration avec le Fonds mondial pour le développement des villes. Il s'agit d'examiner les projets urbains initiés par le district et mis en œuvre par le district autonome d'Abidjan. On en sait plus avec notre reporter Franck Quadio. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, échange avec les partenaires sur la question du financement des projets et actions de développement urbain prioritaires du Grand Abidjan. Nous visons 3 grands domaines d'action. Le premier domaine, ce sont les projets marchands qui peuvent procurer des recettes au district autonome d'Abidjan. Le deuxième grand groupe de projets, ce sont les projets qui ont un double caractère marchand et social. Donc il y a une homogénéité d'action que nous voulons rechercher. Être fort pour être généreux. Les enjeux urbains tels l'aménagement et les logements sociaux avec 25 000 logements sociaux ou encore le transport avec le téléphérique d'Abidjan, voire l'embellissement des ronds-points et espaces publics ont dans le détail été expliqués aux bailleurs et partenaires financiers. L'idée soutenue par le Fonds mondial pour le développement des villes est de sonder les initiatives d'investissement pour la mise en œuvre de partenariats solides à venir. Et sur la question, Robert Begré-Mambé et le représentant du ministre de la Construction, partenaire technique de premier plan, affichent leur optimisme. On doit retenir aussi la volonté des bailleurs de fonds de nous accompagner en faisant en sorte que là où il y a eu du succès, nous puissions tirer profit de l'expérience dans ces succès. Là où il y a eu quelques difficultés, nous aider aussi à corriger ces difficultés et à tirer bénéfice de l'expérience des autres. C'est la collectivité territoriale étant un acteur de développement territorial, peut aussi présenter ses projets, pour avoir des financements auprès des bailleurs. Donc nous encourageons le district à soutenir ces types d'initiatives et nous encourageons aussi les partenaires au développement. Cette rencontre avec les partenaires financiers pour l'accompagnement des programmes en quête de financement a été aussi l'occasion pour le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé de passer en revue les programmes urbains de l'État et ce, sur initiative propre exécutée par son institution. Lors de son séjour en Côte d'Ivoire, le ministre français du commerce extérieur et de l'attractivité a visité la maison témoin du projet Lives2 dans la commune de Trècheville. Il était accompagné du ministre ivoirien de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Koné-Nabagné. Ce projet, don de la direction générale du Trésor français, vise à restructurer certains quartiers précaires de la ville d'Abidjan. Cher Koné.
C'est à base de briques de terre compressées, stabilisées, appelées BTC, qu'a été construite cette maison de 3 pièces. L'innovation de taille de ce prototype d'habitation, elle est assortie d'un espace réservé pour les futurs résidents afin de mener des activités commerciales, une sorte d'habitat business. Ce projet innovant appelé Live2, à la fois écolo et social, est une initiative du Fonds d'études et d'aide au secteur privé, FASEP, un don accordé par le Trésor français. Ici, la Côte d'Ivoire et la France dessinent donc l'habitat urbain de demain. Abordable, durable, modulable. Le concept Live2 est à sa phase pilote. 4 communes, dont Abobo et Marcory, ont déjà bénéficié de maisons témoins. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la restructuration des quartiers précaires d'Abidjan. La seule ville d'Abidjan compte environ 1,2 million d'habitants vivant dans des bidonvilles, soit environ 1/5 de la population abidjanaise. Le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, qui s'est réjoui du concept, a plaidé pour sa duplication dans d'autres villes du pays. Cependant, il a formulé quelques observations à l'endroit des promoteurs. Nous invitons à aller au-delà en prenant en compte 2 observations. La première observation étant la possibilité d'intégrer à ce projet l'impératif de densification de notre habitat, donc voir comment éventuellement faire de construction en hauteur, et deuxièmement fixer un prix abordable, un prix plus adapté au pouvoir d'achat de la cible de ce type de logement. Bien avant la visite guidée du Live2, Bruno Koné a pris part à un panel sur le financement de la ville durable. Au cours de cet échange, le ministre de la Construction a identifié 4 sources possibles pour le financement des villes et leurs infrastructures. Il s'agit de l'appui direct de l'État aux collectivités territoriales, le financement via l'appui technique et financier des bailleurs de fonds et partenaires bilatéraux, et enfin, les partenariats publics-privés et la valorisation foncière. Ageroute-marche.ci, c'est sur cette plateforme numérique que les acteurs du secteur des travaux routiers et le grand public pourront désormais suivre l'évolution des différents chantiers. Cette innovation technologique mise au point par la Banque mondiale à travers le programme d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de biens aux populations vise à renforcer la transparence dans la gestion des travaux routiers. Et bien, depuis jeudi, les agents de l'Ageroute sont en formation dans la capitale politique ivoirienne. Yamoussoukro, Mama Traoré est notre envoyé spécial sur place. C'est une plateforme informatique qui regroupe l'ensemble des étapes de la construction d'une route. Ageroute-marché.ci renseigne également les internautes sur les projets routiers en cours d'exécution, à venir et même achevés. Celui qui a envie de savoir aussi comment un chantier comme Dimboku Bukanda Ananda est exécuté parce qu'il est de la zone, il clique également il va sur Ageroute-marché, il va savoir il va avoir toutes les informations relatives au chantier qui est dans sa région. L'étape de la passation des marchés ne peut pas être prolongée parce que les entreprises ont accès à l'information en temps réel. Donc pour nous, ça nous permet de rassurer les entreprises et de respecter les délais de passation des marchés. Il est également possible pour la population d'interagir via ageroute-marché.ci en transmettant des informations sur l'état des routes. Cette innovation technologique a été mise au point grâce au concours de la Banque mondiale à travers le PAGDS, le programme d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux populations. Le projet financé par la Banque mondiale, le PAGDS, rentre dans l'ensemble du processus de dématérialisation, de digitalisation et de numérisation des systèmes. Ageroute-marché a été le premier projet sur lequel nous sommes arrivés à un résultat probant. La bonne utilisation de cet outil informatique fait actuellement l'objet d'une formation dispensée auprès des agents de l'Ageroute, l'agence de gestion des routes. Voilà, Ageroute-marché.ci, une plateforme numérique pour gérer les travaux routiers. C'était un reportage de Mama Traoré. Les parlementaires membres des commissions des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désormais outillés pour mener à bien leur mission de contrôle des finances publiques dans le contexte du budget et programme. Cette formation dispensée par le Centre international de management et d'expertise financière est une initiative du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la réforme des capacités et de la lutte contre la corruption. Le reportage de Kadé Sogotogo. Budget, programme et contrôle de la performance, c'est le thème autour duquel
Députés et sénateurs, membres des commissions des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont succédés à Yamoussoukro pour 5 jours de formation dispensés par le Centre international de management et d'expertise financière CIMEF. Cette initiative du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption permet à ces parlementaires, acteurs majeurs du contrôle de l'action gouvernementale, d'exercer en toute sérénité. Je voudrais à ce stade de mon propos vous inviter à transformer la formation reçue en action. Nous comptons véritablement sur votre engagement à œuvrer pour renforcer le contrôle de l'action gouvernementale conformément aux exigences de la réforme. Nous avons donc appris comment élaborer donc le budget, le contrôler surtout, parce que c'est notre rôle premier. Et je pense que cette formation nous a donné les rudiments nécessaires pour pouvoir vraiment procéder à des contrôles adéquats dans l'intérêt de nos populations, qui sont donc les pourvoyeurs des caisses de l'État. Il est à noter que la Côte d'Ivoire a basculé du système de budget moyen au système du budget programme adopté en 2020. Une mise à niveau des parlementaires s'imposait donc. La formation des parlementaires sur le budget programme a été rendue possible grâce à un financement de la Banque mondiale. Tolérance zéro face aux cas de fraude, de tricherie. C'est le mot d'ordre donné par la ministre Mariatou Koné à la communauté éducative aujourd'hui. Et c'était au lancement des examens à grand tirage session 2021. Les examens démarrent le 8 juin prochain. Plus d'1 million de candidats sont en lice pour le bac, le BPC et le CEP. Jamagagi. Le top départ est donné pour les examens à grand tirage session 2021. La ministre de tutelle, Mariatou Koné, met à la disposition des directions régionales de l'éducation nationale leur cahier de charges et leur dotation en équipement antifraude. Au total, 1 384 899 candidats composeront aux épreuves du CEPE, du BEPC et du baccalauréat après une année scolaire sans perturbation majeure. Il s'agit pour le CEPE de 562 519 candidats. Pour le BEPC, de 509 609 candidats. Et pour le baccalauréat, 312 771 candidats. Avec plus de 16 000 cas de fraude enregistrés et plus de 600 encadreurs interpellés l'année dernière, la ministre opte cette année pour le renforcement des sanctions. Tous ceux qui se rendront coupables d'actes indélicats subiront non seulement la rigueur de la loi, mais s'exposeront à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au bannissement du système éducatif. La ministre Mariatou Koné saisit cette occasion pour inviter tous les acteurs des examens à la transparence. À vous, candidats, vous, les surveillants, les examinateurs, les correcteurs, les harmonisateurs, les membres du jury, les membres du secrétariat, les chefs de centre, aidez nos enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes dans un cadre adéquat où ils feront l'apprentissage de la saine compétition dont les seules valeurs sont le mérite. Ces examens à grand tirage débutent le 8 juin 2021. La proclamation des résultats des épreuves du CEPE, du BEPC et du BAC est prévue respectivement pour les mardis 22 juin, 6 juillet et 27 juillet à 14 h. À la bonne concentration, bonne inspiration à tous les candidats. Lecture, écriture, mathématiques au primaire, quel est le taux de réussite scolaire? Les élèves s'intéressent-ils à ces matières? Y a-t-il engouement ou désintérêt? Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place le projet d'amélioration des prestations de services éducatifs pour susciter bien sûr l'intérêt chez les élèves. Le projet est intitulé « Mon enfant apprend mieux à l'école ». Quelles sont les retombées? On voit cela dans le dossier VDC signé Eugène Atoubi. C'est la récréation à l'école primaire de Ziasso, village de la sous-préfecture de Bon, dans la région de la Bagou. 15 h. Passé le temps de jeu des enfants, la cour de l'école devient le cadre de la rencontre entre la communauté villageoise,
les enseignants des écoles maternelles et primaires de Ziasso, les acteurs impliqués dans l'exécution du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, PAPS. Une rencontre sur fond d'échange direct et ouvert que le PAPS appelle dialogue citoyen. Les problèmes liés à la gestion et le contrôle des résultats scolaires sont relevés à partir d'un tableau de bord. Nous, les enseignants, nous donnons les cours. Et quand les enfants rentrent à la maison, il n'y a pas de suivi au niveau des parents. C'est un nouveau projet. Voilà, donc nous sommes en train d'essayer aussi pour voir si ça peut changer les choses. Dans l'ensemble, c'est minable. C'est dû à la manière dont l'enseignement est aujourd'hui. Ça veut dire que l'élève doit écrire le « je mange » avec le « G », mange, mais quand il écrit avec le « J », on dit ça suffit. Qu'il a l'intention de l'écrire, donc il le connaît. L'école n'était pas comme ça. Et l'orthographe, où on met ça? Le rapport de l'enseignant à l'élève dans le processus d'apprentissage au primaire pose le problème de la didactique des disciplines. Les enseignants sortis des CAFOP, Centre de formation des instituteurs de la pédagogie par excellence, n'y sont pas formés et cela apparaît comme une lacune manifeste dans leur pratique éducative qu'ils traînent comme un boulet au pied. Aujourd'hui, le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs au projet Mon enfant apprend mieux à l'école vient combler cette lacune en ce qu'il offre pour le préscolaire communautaire et le primaire un ensemble d'activités visant à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de CP1, CP2 et CE1. Il y a eu des évaluations PASEC qui ont démontré que nos élèves de CP1 jusqu'au CE1 ont une faible performance en lecture-écriture et en mathématiques. Donc si les compétences de base en lecture-écriture et en mathématiques ne sont pas maîtrisées, ça va être difficile pour les enfants d'arriver même jusqu'au CM2. C'est ce qui a fait que nous avons changé. Contrairement aux années antérieures où on n'avait pas le préscolaire, il était vraiment très difficile dans les 6 semaines de préapprentissage de pouvoir vraiment démarrer avec nos enfants qui venaient directement de la maison. L'avènement du projet PAPSE a permis d'aider un peu le niveau des enfants. Les enseignants sont appelés à jouer un rôle majeur dans la réussite du projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Pour ce faire, la direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, procède régulièrement à des renforcements de capacités des enseignants, des CP1, CP2 et CE1 des écoles du projet. Ces renforcements sont même étendus à tous les niveaux hiérarchiques de l'encadrement pédagogique. Les maîtres en bout de la chaîne d'encadrement bénéficient d'un support de travail rénové. Le décodable pour la lecture-écriture et le déchiffrable pour les mathématiques. Nous sommes au niveau du CP2 actuellement. Cette année, l'équipe travaille à pouvoir élaborer le CE1. On espère et on travaille avec le ministère de sorte à ce que le manuel décodable CE1 et le déchiffrable CE1 ainsi que les cahiers d'activité et les guides maîtres soient disponibles également à la même période que ces ouvrages-là. Doisseau, village de la sous-préfecture de Bon, dans le département de Kouto, région de la Bagoué, occupe le premier rang avec 48,6% pour ce qui est des acquis en lecture-écriture et mathématiques parmi les 5 écoles que touche le projet dans cette région. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le petit Nzi en classe de CP1 à l'école primaire publique de Doisseau peut compter de 1 à 50 au moins, comme tous les enfants de son niveau qui fréquentent les établissements primaires touchés par le projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Policier. Policier. Gombo. Gombo. Policier. Policier. Et l'enfant avec le décodable arrive à lire avec fluidité. En maths, le PAPS nous demande que l'enfant explique ce qu'il a fait. Voilà. Il doit nous dire comment il a procédé et comment il sait, comment il a fait pour trouver son résultat. Les 4 autres villages, Timboroni, Ziasso, Blidiemene et Tindara, avec respectivement 41,2%, 40,6%, 37,7% et 37,5%, ne sont pas moins méritants, comparativement à la moyenne nationale qui est de 34,8%. Ces ratios mettent en évidence non seulement l'impact des nouvelles approches et nouveaux outils pédagogiques, mais aussi l'appropriation du projet par l'ensemble pédagogique de la chaîne d'encadrement et toutes les parties prenantes. On a fait une formation en lecture, lecture-écriture, une formation en mathématiques. Et on a vu les nouvelles méthodes
tout ce qu'on peut faire pour que l'enfant puisse être imprégné, que l'enfant puisse être acteur dans sa formation. On a essayé de mettre tout cela en application pour que l'éducation en Côte d'Ivoire soit au sommet. Il y a eu une forte mobilisation qui a été provoquée et suscitée par le PAPS. Et donc on peut facilement mettre en œuvre toutes ces pratiques. Dialogue entre les parents et les enseignants, entre la chaîne d'encadrement et les parents, parce que nous-mêmes, nous nous déplaçons pour aller dans ces localités, nous rencontrons les chefs de village, les populations et tout ça pour leur porter l'intérêt que présente justement l'école. De la mise en vigueur du projet en juillet 2018 à ce jour, des salles de classe y ont été construites et réhabilitées avec amélioration de l'environnement scolaire, notamment la latrinisation, la construction de pompes villageoises, à l'objectif d'améliorer les résultats d'apprentissage des élèves. Et dans cette même perspective, plusieurs nouveaux centres préscolaires communautaires ont été construits dans les 6 régions visées par le PAPS, entièrement équipés et pourvus en personnel. Ces centres préparent les enfants à intégrer le primaire avec des prérequis grâce à leur niveau de veille et d'apprentissage. La communauté en prend grand soin au regard de l'impact socio-économique et pédagogique du projet. On est en train de faire la sensibilisation et puis la mobilisation de la communauté pour pouvoir pérenniser le projet. C'est pour cela aussi on leur demande de mettre en place des AGR, des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de faire face à certains problèmes après le projet. Il est vraiment nécessaire que tous les acteurs, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les parents d'élèves d'abord, les enseignants, la chaîne d'encadrement pédagogique et les directions centrales du ministère puissent accompagner le projet de sorte à ce que les résultats puissent être des résultats objectifs et que cela puisse pouvoir permettre de pouvoir dire si on actionne tel levier, si on touche à tel autre levier, voilà ce qu'on peut obtenir en termes d'amélioration de la qualité. 150 écoles en Côte d'Ivoire expérimentent le projet Mon enfant apprend mieux à l'école avec les élèves des niveaux CP et classes maternelles dans un environnement d'apprentissage des enfants amélioré. Autant que les infrastructures. Toutes les parties prenantes du projet montrent leur détermination à s'approprier le PAPS, entrevu comme le modèle pédagogique capable d'améliorer les résultats d'apprentissage dans les écoles primaires. Voilà, lecture, écriture, mathématiques, des progrès notables observés, des progrès surtout à poursuivre. C'était le dossier VDC réalisé pour vous par Eugène Atoubé. On célèbre toujours l'excellence dans ce 20h. Je vous conduis maintenant au lycée municipal d'Agamé à Williamsville où l'excellence a été célébrée. Plusieurs élèves ont été récompensés au cours de cette journée. Les meilleurs enseignants de l'établissement ont été aussi distingués. On retrouve Eugène Atoubé. Le travail, mais surtout l'excellence. Le lycée moderne de Williamsville en fait son credo. Et comme l'année dernière, les meilleurs élèves sont récompensés en fin d'année. 55 lauréats issus de toutes les promotions ont été distingués et 7 prix spéciaux distribués, dont 2 par la RTI, entreprise citoyenne. Le prix du lauréat des lauréats, une tablette, est revenu à Enoch Koué, élève en classe de 6e. Et celui du major de promotion, un ordinateur complet, est revenu à Yamakone, élève de terminale. C'est le courage et puis la volonté aussi. Parce que depuis je suis au primaire déjà, j'ai été poussée par mes parents de bosser. Dans le fond, il y a un travail qui est fait, surtout même au niveau des jeunes filles. Quand on se met au travail, vraiment on réussit toujours. L'institution du prix d'excellence, un défi pour le lycée moderne de Williamsville. Par sa situation géographique, l'établissement est obligé, tant bien que mal, à supporter les dangers et maux divers émis par l'environnement extérieur, y compris tous les risques possibles. Les responsables de ce lycée ne désespèrent pas pour autant. Nash, ayant étudié dans un environnement similaire, s'associe au combat pour amener les élèves de l'établissement à s'approprier les valeurs de l'école. Déjà, du moment où tu es à l'école, il faut faire plaisir à tes parents, mais à toi-même, parce qu'être instruit, c'est important dans la vie. Donc, c'est le bonheur qui est comment. Nous avons pu voir avec beaucoup de satisfaction des élèves qui ont obtenu 15, 17 de moyenne dans un environnement qui n'est pas facile. La RTI, qui est une entreprise citoyenne, se donne l'agréable devoir d'être le partenaire de l'émergence et de faire en sorte que nous puissions accompagner les élèves de cet établissement à aspirer au meilleur. La RTI, partenaire du lycée de Williamsville, dont la journée d'excellence est depuis institution. Cette journée est soutenue par l'association Leader de Demain,
qui a offert aux élèves des livres et aux enseignants du matériel didactique. Au bout de ce voyage, une école d'excellence favorisée par des parents qui acceptent de jouer leur rôle d'éducateur. Et on entend bref que les élections législatives partielles dans notre pays auront lieu le 12 juin prochain. 6 circonscriptions sont concernées pour 6 sièges avec 26 candidats. La campagne démarre aujourd'hui, vendredi 4 juin à minuit et prend fin jeudi prochain 10 juin à minuit. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly prêt à donner du savoir à 200 apprenants. Ils seront formés aux notions politiques. L'Institut a fait sa rentrée académique, nous explique Éric Goury. C'est à la suite d'un test rigoureux que ces 200 étudiants ont été retenus. Leur formation qualifiante va durer 6 mois. Ils étaient au départ 3000 candidats. Pour cette rentrée académique, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a sorti la grande artillerie. Plusieurs membres du gouvernement présents. Vagondo Diomandé représentait le Premier ministre Patrick Kachi. Il s'agit de faire en sorte que l'élite de la Côte d'Ivoire de demain puisse être formée et que cette élite-là soit bien formée. Mais aussi, il s'agit d'accompagner l'élite qui a la destinée du pays pour dire, en gros, que chacun se retrouve dans ces panels. Certains ministres ont eu l'occasion de partager leur expérience avec les étudiants. Un ministre de la République française a également participé au débat. Comment finalement être acteur plutôt que spectateur? Comment, par son action, son énergie, son temps, faire en sorte qu'on puisse être un acteur plutôt qu'un spectateur? Ne pas regarder ce qui se passe, mais agir sur ce qui passe. Et pour la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sa famille politique était présente. La personne d'Amadou Gon Coulibaly, naturellement déjà, commande que nous soyons là. Le socle d'un pays repose sur la jeunesse. Et nous avons envie, pour nous qui avons une somme d'expérience, que nous puissions donc, à travers l'Institut Amadou Gon Coulibaly, qui incarnait beaucoup de valeurs, il était donc bon que nous soyons tous présents pour apporter notre pierre à l'édifice. Le président du conseil d'administration de l'Institut dit sa fierté. Pour nous, l'Institut démarre ses activités. Au-delà des personnalités reçues aujourd'hui, nous aurons périodiquement de grandes figures, qu'elles soient nationales, africaines ou internationales, pour justement donner le meilleur à ces jeunes qui ont été pris comme auditeurs au sein de l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. Quant aux apprenants, ils repartent satisfaits. Ce que moi je retiens, c'est qu'on peut allier la vie politique et la vie professionnelle. Et en politique aussi, il faut de l'audace, il faut de l'engagement et également de la conviction. Le fait d'avoir pu échanger avec des ministres de la République de Côte d'Ivoire comme ceux de la République de France me permet d'avoir un autre regard sur la formation de la jeunesse et d'augmenter mon engagement même au sein de la politique de notre pays. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire s'est réunie hier pour échanger sur le retour de leur chef d'État, Laurent Gbagbo. Et à l'issue de cette rencontre, les têtes couronnées ont salué la nouvelle du retour de l'ancien président ivoirien au pays pour accélérer le processus de réconciliation nationale. Konaté Moussa. Les rois et chefs traditionnels se prononcent sur le retour et l'accueil de Laurent Gbagbo. Les têtes couronnées se sont réunies jeudi 3 juin à Yamoussoukro pour échanger sur la question. Cette réunion intervient suite à des échanges avec le comité d'accueil de l'ex-chef de l'État. La réunion s'est tenue ce jour, mais en l'absence de l'autre partie qui avait pourtant promis aviser de son absence éventuelle en cas de nécessité. Des échanges précédents avec des émissaires du président Laurent Gbagbo, il résultait 2 messages. Dans le premier, le président Laurent Gbagbo nous transmettait sa volonté de regagner son pays dans un esprit de paix et de réconciliation nationale. Le deuxième message concernait l'accueil que le FPI pro-Gbagbo comptait réserver à son président et il demandait au directoire de s'associer à cet accueil en lui donnant de plus grands retentissements populaires.
Après analyse des sujets abordés, les rois et chefs traditionnels donnent leur position. Le directoire salue et approuve le retour du fils au pays qui revient pour accélérer le processus de réconciliation nationale, nous dit-il. Quant au deuxième aspect, relatif à l'accueil, la totalité des chefs déclarent ne pas se sentir qualifiés pour y participer. Tout en félicitant ce retour qui contribuera à la réconciliation, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels souhaite que tout se passe dans la paix et la sécurité. Et je vous livre ce communiqué qui vient de nous parvenir. Les man de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a eu connaissance de ce que des journalistes de la presse audiovisuelle mandatés pour couvrir la visite du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kouadio Konan Bertin, au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC-RDA, le 3 juin 2021, ont subi une agression physique ainsi qu'une destruction de leur matériel de reportage. La ACA condamne fermement ces faits d'une extrême gravité qui constituent une atteinte intolérable à l'exercice libre de la profession de journaliste. La ACA, tout en appréciant les regrets exprimés par les responsables du PDCI-RDA, en appelle à leur responsabilité et au-delà à celle de tous de veiller au respect scrupuleux de la liberté de la presse. Communiqué signé par le président Maître René Bourgoin. Et notez que notre fait s'est déroulé au niveau de Boaké ce jeudi 3 juin aux environs de 12 heures. Un détenu, le nommé Nyana Bitra Rodrigue, s'est échappé du cabinet de la juge d'instruction du tribunal de première instance de Boaké avec la complicité de 2 individus armés de pistolets automatiques. Sous la menace de leurs armes, ils ont désarmé et déshabillé l'agent de police en charge de la sécurité du cabinet d'instruction. Après que l'un s'est vêtu de la tenue de l'agent de police, les 2 agresseurs sont sortis de l'enceinte du tribunal en compagnie du détenu Nyana Bitra Rodrigue à bord du véhicule de la juge d'instruction. Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée conjointement à la police criminelle et à la brigade anti-criminalité de Boaké. Les premières investigations ont permis de retrouver le véhicule emporté. Le gouvernement exprime sa solidarité aux magistrats et au personnel judiciaire et voudrait indiquer que toutes les dispositions sont prises pour retrouver les auteurs de cet acte et surtout assurer la sécurité des juridictions. On va terminer par cette autre nouvelle. La France a suspendu à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Cette annonce a fait réagir la junte au pouvoir. Les autorités maliennes rassurent que la transition sera démocratique, inclusive et respectera comme prévu le calendrier, à savoir 18 mois avant de passer la main aux civils. Sur le risque de l'islamisme radical, les militaires au pouvoir affirment que l'ennemi commun reste les terroristes. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly. Prenez soin de vous. Très belle soirée. Allez, on continue de promouvoir la paix dans notre très beau pays. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Sous le